Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française en cette soirée du 26 juin 2026. J'espère que vous avez passé une très bonne fête de l'indépendance. Ceci dit, dans l'actualité de ce jour, comme chaque année, dans le cadre de la célébration de la fête nationale, un grand défilé mettant en valeur la souveraineté nationale et les forces de défense malgaches s'est tenu au stade Baréa Mamas aujourd'hui. Reportage. Plus de 3500 membres des forces de l'ordre ont pris part à ce défilé marquant la célébration du 66e anniversaire du retour de l'indépendance et de la création des forces armées malagasy. 2000 participants ont défilé à pied devant les spectateurs. 308 autres ont participé à moto. Plusieurs unités militaires issues de l'armée de l'air et de la marine étaient également présentes. Comme à l'accoutumée, la gendarmerie nationale, la police nationale, ainsi que les différents services qui les composent ont aussi participé au défilé qui a duré environ 1h30. Et la célébration de la fête de l'indépendance a été plutôt morose à Tuamasna. Selon les informations recueillies sur place, la majorité de la population fait encore face à des difficultés après le passage du cyclone Gézani dans la région. De nombreuses familles ne se sont toujours pas relevées de cette catastrophe, ce qui explique, d'après les informations que nous avons obtenues, le manque d'enthousiasme d'une grande partie d'entre elles à célébrer le retour de l'indépendance. Même le défilé organisé aujourd'hui n'a pas attiré autant de monde que les années précédentes. La population reste préoccupée par la recherche de moyens de subsistance au quotidien et continue jusqu'à présent de réparer les dégâts laissés par Gézani. Même lors de la soirée des Lampions, pendant laquelle la musique a résonné à travers la ville, peu de personnes y ont participé à Tuamasna. 26 juin 1960, 26 juin 2026, cela fait exactement 66 ans que Madagascar a recouvert son indépendance. Le parcours n'a pas été facile et de nombreuses étapes ont été franchies. C'est par voie de négociation que la France a rendu son indépendance à Madagascar. Dans ce reportage, nous retraçons l'histoire et les étapes ayant conduit Madagascar à l'indépendance avec Anienne Martina. Le 23 juin 1956, la loi cadre fut adoptée à Madagascar. Elle servit de base à l'administration du territoire et de l'État. C'est le ministre français chargé des territoires d'outre-mer, Gaston Defferre, qui l'a mis en application à partir de mars 1957. Le gouvernement mis en place dans le cadre de cette loi cadre constituait une préparation à l'exercice de l'autonomie. Ainsi, le vice-président de l'époque, Wilbert Tzranen, devient président de la République, tandis que le haut-commissaire de la République à Madagascar, André Soukado, assurait les fonctions de chef de l'État. En juin 1958, le président français, le général Charles de Gaulle, créa en France le Comité consultatif constitutionnel. Il y fut défini que les territoires membres de la communauté française ou placés sous la tutelle de la France disposeraient d'une autonomie gouvernementale sur le plan intérieur. En revanche, pour les territoires français d'outre-mer, les questions de défense, d'affaires étrangères, de politique économique, de monnaie et de justice devraient être décidées conjointement avec la France. À Madagascar, un référendum fut organisé le 28 septembre 1958 afin de choisir entre l'autonomie complète ou non. Le non signifiait la rupture avec la France et une autonomie pleine et entière, tandis que le oui, qui l'emporta, maintenait Madagascar sous la tutelle de la France. Le 14 octobre 1958, le vice-président du gouvernement, Wilbert Tzranen, convoqua les conseillers provinciaux en congrès dans la salle des fêtes du lycée Galeni à Indoual. Ils examinèrent alors le statut du futur régime de Madagascar. La création de la République de Madagascar fut adoptée par 208 voix contre 26. La première Assemblée nationale de la République fut également élue. Furent aussi approuvés l'hymne national, Tanjazane Malalao, le drapeau national malagasy, blanc, rouge et vert, ainsi que la devise de la République, liberté, patrie, progrès. Le lendemain, 15 octobre 1958, le haut-commissaire auprès de la République française annonça que Madagascar, désormais République malgache, faisait partie de la communauté française. La loi du 6 août 1896, qui avait fait de Madagascar une colonie française, fut également abrogée.
Le président Philbert Tran forma le gouvernement provisoire, tandis que l'Assemblée nationale mit en place les institutions de la République malagasy. Les membres provisoires du Sénat furent élus. Le comité consultatif élabora la Constitution de la République. L'Assemblée nationale adopta la Constitution le 29 avril 1959. Le 1er mai 1959, le Congrès, réunissant l'Assemblée nationale et le Sénat, se réunit à Timazaz pour élire le premier président de la République. Philbert Tran fut élu par 113 voix sur 114 afin qu'un bulletin nul. La 6e réunion du Conseil exécutif des territoires membres de la communauté française se tint à Saint-Louis, au Sénégal, en décembre 1959. À cette occasion, le général Charles de Gaulle exprima son point de vue sur l'indépendance des États membres de la communauté française. Le président Tran en profita pour évoquer l'obtention d'une indépendance pleine et entière pour Madagascar. Il demanda que les parlementaires malgaches disposent des pouvoirs nécessaires pour préparer cette indépendance. Le président Tran dirigea la délégation malgache lors des discussions sur le transfert de compétences et la coopération entre la France et Madagascar à Paris le 10 février 1960. Ces négociations furent conclues à Paris le 2 avril 1960. L'indépendance de Madagascar fut signée au palais d'Antafilvarach le 26 juin 1960. Elle fut signée par le président Tran et par le secrétaire d'État chargé des relations avec les États membres de la communauté française, Jean Foyer. Plus tard, le même juin 1960, le président Tran, accompagné du secrétaire d'État français Jean Foyer, proclama publiquement l'indépendance de Madagascar au stade de Mahamas. Et le président Andry Rajoelina a également adressé ses vœux au peuple malagasy à l'occasion de la fête nationale. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a déclaré qu'il pensait particulièrement aux Malagasy éprouvés par les difficultés ainsi qu'à ceux qui traversent des épreuves ou font l'objet de persécutions en raison de leur patriotisme. Nous vous proposons de suivre l'intégralité du message de vœux du président Andry Rajoelina. À l'occasion de la célébration du 66e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar, le président Andry Rajoelina a publié sur sa page Facebook un message de soutien, de patriotisme et de vœux à l'endroit du peuple malagasy. Le président Andry Rajoelina a notamment déclaré « En cette fête de l'indépendance, ma patrie me manque profondément. Vous qui êtes frappés par le malheur, confrontés à la maladie, ou qui luttez contre les difficultés, vous occupez une place toute particulière dans mon cœur. Je prie spécialement pour vous afin que vous trouviez toujours la force de vous relever et de rester debout. J'ai également une pensée particulière pour vous qui traversez des épreuves et des persécutions en raison de votre amour pour la patrie. Vous n'êtes pas seul et je suis de tout cœur avec vous. Mon amour pour mon pays brûle dans mon cœur comme un feu qui ne s'éteint jamais. Le soleil finira par se lever pour éclairer notre cher Madagascar. C'est la foi qui nous guide sur ce chemin. » En conclusion, le président Andry Rajoelina a souhaité une heureuse fête de l'Insaramintcha pleine de bénédictions à tous les Malagasy. Il a également prié pour que Dieu bénisse et protège en tout temps le peuple malgache ainsi que Madagascar. Et du Barachois jusqu'au petit marché à Saint-Denis, La Réunion, les ressortissants malagasy à Lille dans ce pays ont défilé hier à l'occasion de l'Arrange. De nombreux Malagasy et étrangers ont pris part à cet événement. Suivons quelques extraits. Ah, Marissa. Marissa, né? Otara.
Restant toujours à l'île de la Réunion, les Incroyes ont quitté justement le pays aujourd'hui à midi pour prendre part à la compétition FIBA 3x3 qui se tiendra à la Réunion, à savoir le 3x3 Challenger, la Réunion 2026, prévue les 27 et 28 juin prochains. Les deux équipes nationales malgaches qui représenteront Madagascar à cette compétition promettent de bons résultats. La sélection masculine sera composée de Livio, Hassan, Cédric et Quinto. Parlant mondial à présent, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les 16e de finale. Les Pays-Bas et la Suède la suivront également. Suivant dans ce reportage le résumé également et les échos de la 3e et dernière journée des groupes B, E et D disputés hier. Les amateurs de football ont vécu hier une soirée riche en émotions et en suspense. Certaines équipes ont confirmé leur statut de favorite, tandis que d'autres ont dû se battre jusqu'aux dernières secondes pour décrocher leur billet pour les 8e de finale. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont écrit l'histoire. Grâce à un doublé de Nicolas Pepe, ils se sont imposés face à Curaçao et ont obtenu leur billet pour le tour suivant. Deuxième du groupe E, la Côte d'Ivoire attend désormais le vainqueur du duel entre la France et la Norvège en 16e de finale. C'est la première fois que la sélection ivoirienne franchit la phase de groupe depuis sa participation à la Coupe du monde de football. Même si son billet pour le tour suivant était déjà assuré, l'Allemagne s'est inclinée face à l'Équateur sur le score de 2-1. La Mannschaft avait ouvert le score, mais les Équatoriens ont réussi à renverser la situation et à s'imposer. Malgré cette défaite, l'Allemagne conserve la première place du groupe E, tandis que l'Équateur se qualifie parmi les meilleurs 3e. Dans le groupe F, les Tunisiens n'ont pas trouvé de solution face aux offensives des Orangers, les Pays-Bas, qui se sont imposés 3-1. On sait déjà que le Maroc sera leur adversaire en 16e de finale. Le match entre le Japon et la Suède a de son côté été très équilibré. Les deux équipes ont inscrit un but chacune et la rencontre s'est terminée sur le score de 1-1. Un point bénéfique pour les deux formations, le Japon termine 2e du groupe F, tandis que la Suède se qualifie parmi les meilleurs 3e. Selon le tableau de la compétition, le Japon affrontera le Brésil en 8e de finale. La Turquie d'Arda Güler a également battu les États-Unis, pays hôte, sur le score de 3-2 hier. Mais cette victoire n'a pas suffi aux Turcs qui quittent la compétition. Les États-Unis terminent premier du groupe D et se préparent déjà pour les 16e de finale. De son côté, le match entre l'Australie et le Paraguay s'est soldé par un nul vierge 0-0. L'Australie est qualifiée, tandis que le Paraguay doit encore attendre les calculs, n'étant pas encore assuré de figurer parmi les meilleurs 3e. Dans les actualités internationales, la principale hypothèse retenue après le choc sismique qui a frappé le Venezuela dans la nuit de mercredi à jeudi est la survenue d'un phénomène relativement rare, la succession très rapide et proche de deux secousses majeures jumelles. Les détails avec France 24. La panique dans les couloirs de l'aéroport de Caracas et l'effroi de ses voyageurs au moment de la première secousse. Ne sortez pas par là, c'est plus dangereux. Une partie du plafond s'est effondrée. Le sol est couvert de gravats. Regardez, tout est détruit. C'est un désastre. Tout est ravagé. À l'extérieur, cet immeuble est balayé. Scène de chaos dans les rues de la capitale. Cet habitant fuit par des escaliers jonchés de débris. Piégé sous les décombres dans son appartement, cet homme a lui été sauvé par ses voisins. J'ai appelé à l'aide en frappant avec des objets. Je faisais du bruit. J'ai dû attendre environ 2 heures avant qu'ils se rendent compte que j'étais encore en vie. Le séisme a frappé en début de soirée, à 200 km à l'ouest de Caracas. D'une magnitude 7,2, il est suivi moins d'une minute plus tard par un deuxième tremblement de terre, encore plus puissant. À l'heure actuelle, 20 répliques ont déjà été enregistrées. Il s'agit d'un événement grave et certains États ont été particulièrement touchés. Dans la région la plus durement frappée, des rues en ruine, presque aucun bâtiment ne semble avoir résisté. Il ne nous reste plus rien. On n'a même plus la force ni le courage d'aider. Des habitants sous le choc et des secours débordés.
La situation est très critique. Il nous manque des machines et on a besoin de plus de bras. Il nous faut de l'aide. Ce matin, plusieurs pays, dont la France, ont annoncé l'envoi d'aide et de secouristes en urgence au Venezuela. Et parlons de la canicule en Europe. Justement, cette canicule s'étend dans tout le pays de l'Europe où au moins 101 millions d'habitants, dont plus de 50 millions en France et 18 millions en Allemagne, vont devoir endurer des températures supérieures à 35 degrés Celsius à un moment de la journée. France 24. 20h hier soir, des centaines de passagers patientent sous une chaleur écrasante. Partis de Paris depuis à peine 1 heure, leur train à destination d'Amsterdam s'arrête soudainement près de Compiègne. Cette passagère nous raconte. La conductrice a eu une détection incendie sur une des machines, donc il fallait forcément qu'elle puisse s'arrêter, regarder. On était sans électricité, donc toujours sans clim. Il y a quand même une femme enceinte, il y avait quelques enfants, il y avait une femme qui était en fauteuil roulant, qui avait l'air assez âgée. Impossible de savoir si la canicule est à l'origine de la panne. Mais les passagers ont dû attendre plus de 5 heures sous plus de 30 degrés. Mais on reprend les places qu'on avait avant Ce n'est qu'à minuit 30 qu'un nouveau train vient récupérer les 700 passagers. Mais au premier arrêt à Bruxelles, la galère continue. Les voyageurs sont à bout. Le fait qu'ils aient quand même eu 8 heures pour s'organiser et qu'ils n'étaient pas organisés et qu'ils ne le reconnaissaient pas, moi ça m'a rendu un peu dingue, j'avoue. Les passagers sont arrivés à Bruxelles à 3h40 ce matin au lieu des 19h47 prévues la veille. Le périple continue pour les autres passagers à destination d'Amsterdam. La Manche est devenue l'une des routes migratoires les plus empruntées d'Europe. Chaque année, des milliers de migrants tentent de rejoindre clandestinement le Royaume-Uni à bord d'embarcations de fortune. Malgré le renforcement des moyens de surveillance et de coopération entre Londres et Paris, plusieurs milliers de personnes parviennent encore à effectuer cette traversée périlleuse. France 24. Moment de stress pour ces migrants. Ils doivent courir le plus vite possible pour avoir une chance de monter sur une embarcation de fortune pour traverser la Manche. Where are you from? Somalia. Somalia. Yeah. Where are you going? UK. Why UK? I want UK. D'autres nous indiquent être originaires du Soudan, d'Érythrée et d'Ouganda. Il est très tôt, ils sont épuisés, ils n'ont quasi pas dormi de la nuit. Mais ces familles arrivent trop tard, l'embarcation est pleine. Les passeurs leur expliquent qu'un deuxième bateau va venir les chercher. Il n'est jamais arrivé. Déçus, désemparés, les migrants n'ont d'autre choix que de repartir vers les dunes. Nous leur demandons ce qu'il s'est passé. How are you? I know you are not good. Huh? What's the problem with the boat? I don't know. I don't know anything. Pour certains, il s'agissait de leur 5e tentative. Ils nous confient qu'ils continueront d'essayer pour pouvoir offrir une vie meilleure à leur famille. Beaucoup ont fui la guerre, la dictature et la pauvreté. Depuis 4 ans, la petite ville de Gravelines est devenue un des points de départ pour les migrants depuis la plage. C'est dans les bois non loin des habitations qu'ils s'installent quelques heures et attendent le feu vert des passeurs. Selon l'adjoint à la sécurité de la mairie et le chef de la police municipale, les migrants de ce matin sont ceux qui ont passé la nuit ici. Ils traversent les chemins piétonniers là, qu'on a aménagés et puis ils arrivent sur la plage. Hein. Voilà, ça va vite. Hein. Et là, pareil, ils arrivent directement sur le chenal. Hein. Ça va vite. Alors on va regarder, est-ce qu'il y a un camp aussi encore cette nuit là? Ah voilà, hop là. Ah, vous voyez, pas de végétation. Il n'y a rien qui pousse en bas. Alors, ah là là. Couverture de survie, on va trouver partout.
La crainte des riverains, c'était ça, hein. C'était de trouver des feux et que ça embrase les arbres. En plus, c'est du bois qui n'est pas sec, ça fait énormément de fumée. Je comprends les riverains qui ne peuvent pas dormir les fenêtres ouvertes, hein. Ah, c'est compliqué. Tous les jours, les équipes de la voirie passent nettoyer ce que les migrants abandonnent derrière eux pour prendre la mer le plus léger possible. Ils sont tellement nombreux sur ces embarcations, hein, qui peuvent contenir 30 personnes, ils sont à 80, 100. Donc on comprend qu'ils ont besoin d'être allégés au maximum, hein. Ils sont tellement entassés dedans, tellement entassés qu'il y a derrière une femme migrante qui est morte étouffée dans un bateau, hein. Donc pour vous dire, l'ambiance qui règne aussi à bord de ces petites embarcations, hein, c'est quand même terrible. Le jour de notre tournage, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur britannique, 392 migrants sont arrivés au Royaume-Uni via des embarcations de fortune. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.